Salut Léo, comment ça va? Salut Simon, ça va et toi? Bah, ça va très bien, merci. Merci de venir. T'es le premier invité de ce Ça fait podcast. plaisir. Et je suis super content que tu prennes le temps de venir sur ton planning un petit peu chargé. Enfin, je crois avant le début de tes vacances. Et ouais, c'est ça, dernière ligne droite. Et après, on part. Bon, tu pars où cette année? Je pars quelques jours, je vais à Bordeaux avec des potes. Et après, ça enchaîne avec Bali. Ok. Pendant un mois. Ouais. Un mois Ça à va Bali. je vais me ressourcer. C'est ça. Ouais. Ça va faire du bien. Ouais, bien sûr. T'en as besoin peut-être? Ouais, quand même. Ouais. Surtout là, les derniers mois, c'était un peu compliqué. Donc là, ça va être un vrai souffle. C'est cool. Léo, comment te décrire? Comment dire qui tu es pour ceux qui ne pourraient pas te connaître, qui ne te connaîtraient pas encore? Nous, on se connaît depuis quelques années maintenant. On a travaillé ensemble. Ouais, Aujourd'hui, on a chacun pris notre envol c'est ça. dans des domaines qui sont pour moi différents mais complémentaires. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ouais, carrément. Bah, moi, je me décris toujours comme artiste 3D. Alors, je sais que c'est un petit peu vague, du coup, je dois préciser. Moi, c'est principalement dans le publicitaire. Ça m'arrive aussi de travailler dans l'artistique, beaucoup dans les clips, notamment dans le rap, faire des petites interventions 3D ou complètement 3D. Mais ouais, c'est principalement dans le publicitaire, principalement aussi sur les réseaux, tout ce qui est médias digitaux. Et puis voilà. Ok. Ça, c'est assez large, mais ça décrit bien. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Léo, n'hésitez pas à aller voir son TikTok. J'ai regardé avant le podcast, 8800 abonnés sur Instagram et un peu plus de 370 000 sur TikTok. C'est ça. Et je crois qu'on peut dire, si on devait donner un titre au podcast, peut-être même le titre du podcast, Léo Lorini, comment les réseaux sociaux m'ont fait travailler, quoi. Exactement. Ouais, parce que c'est parti de là, c'est vrai. C'est parti de là, mais après, j'ai commencé à travailler, entre guillemets, avant les réseaux sociaux. Parce que la première fois que j'ai ouvert un peu les logiciels de création, j'avais 11 ans. Donc j'étais très très jeune. C'était à l'époque quand je jouais à la Play, en fait, avec des potes. Et je sais même plus comment ça m'est venu, mais j'ai commencé à faire des bannières enfin, même avant de faire des bannières, faire un peu... tu sais, sur Call of, tu pouvais faire des logos un peu avec les emblèmes, tu sais, jouer avec les formes et tout. Ça, j'aimais trop. Et après, ouais, commencer à faire des bannières pour les youtubeurs qui faisaient du Call of Duty et tout. Ok. Et c'est né comme ça. Après, bon, j'ai développé, j'ai fait de plus en plus de trucs un peu dans la photo. J'ai touché à la vidéo, au graphisme, un petit peu de 3D aussi. Et après, bah oui, quand on grandit, enfin moi je sais que je me suis totalement détaché de toutes les consoles en fait. Genre ma Play c'était Photoshop quoi. Ok. Et après, bah, c'est venu avec les réseaux. J'ai commencé à poster sur les réseaux et bon, bien plus tard, hein, pas à 11 ans. Et puis voilà, après c'est comme ça que c'est venu petit à petit. Ok, et comment tu t'es mis vraiment à la 3D? Comment tu as découvert ça? Tu as fait des études là-dedans? C'était Alors, par pure passion, autodidacte? non, à 11 ans, j'ai pas pu faire d'études. Au début, c'était vraiment par passion. C'est toujours par passion. En études, j'ai fait des études de graphisme parce que vu que j'avais un peu développé tout ce côté, je savais que je voulais travailler dans un milieu créatif. Et je savais qu'il y avait des études en rapport avec ça, surtout en rapport avec le graphisme. Donc j'ai fait mes études là-dedans. Dès la seconde, c'était une option CCD, création et culture design. Okay. Et après, première et terminale, c'était pour passer un bac STD2A, sciences et technologies du design et des arts appliqués. Où en gros, on apprend tous les domaines du design, que ce soit design de mode, design d'architecture, design produit, design graphique, et peut-être que j'en oublie un, je sais plus. Mais bref, on apprend un peu tout et ça a pour but après de choisir dans quelle voie on veut aller. Moi, ça a été le graphisme, donc j'ai continué dans cette voie avec un BTS design graphique et terminé par une licence création publicitaire. Et la 3D, en fait, ça arrivait un petit peu tout le long. Même à 11 ans, en fait, j'avais déjà ouvert Cinema 4D pour faire des petits trucs pour les bannières YouTube. Ok, d'accord. Ah oui, ok. Mais en fait, c'était très ponctuel, quoi. Et c'était même pas du tout le même usage que j'en fais maintenant, heureusement. C'est vraiment les tutos YouTube. Ouais, voilà, c'est ça. How to make cool bannière vidéo. Exactement, c'est ça. Totalement ça, j'ai commencé comme ça. De toute façon, ouais, en vrai, YouTube, ça a été ma plus grosse... pas source d'inspiration, source d'apprentissage. Ouais, de formation, ouais. Ouais, c'est ça. Mais les études ont été... Enfin, moi, ça m'a trop plu aussi. Et j'ai beaucoup appris pendant mes études. C'est pas quelque chose à négliger non plus. Mais après, parce que c'était quelque chose qui était vraiment dans ma branche, donc j'ai eu de la chance là-dessus. Mais ouais, du coup, ouais, la 3D aussi est arrivée ponctuellement jusqu'à là, il y a 2 ans, où vraiment j'ai pris ce gros virage vers la 3D uniquement, où j'ai délaissé graphisme, photo, etc. Même si toutes ces compétences-là, je peux les mettre au sein de mes créations, donc ça m'aide.
Et puis voilà, et maintenant, c'est principalement de la 3D. Ok. J'apprends toujours avec YouTube. Ouais. Ça ne change pas tous les jours. Tous les jours, je découvre des nouvelles fonctionnalités, j'ouvre mes logiciels, je fouille un peu dedans. Maintenant, j'ai des contacts aussi qui font de la 3D, donc on échange entre potes pour se donner des tips et tout. Puis voilà. En vrai, là, je pense que dans tous les métiers de la création, la curiosité, c'est genre le point le plus important. Toi, t'as vu la vidéo avec Adobe, toi? Non, même pas. Ok. Non. Bah, faudrait que t'ailles voir parce qu'on m'avait posé la question. C'était quoi la question? Qu'est-ce qui fait un créatif ou quelque chose? Qu'est-ce que c'est être créatif dans le monde de demain? Et j'avais dit, pour moi, une des qualités principales, c'est la curiosité. Mais je suis totalement d'accord. En vrai, je pense que c'est super important d'être curieux. Ouais. Mais dans n'importe quel métier, à partir du moment où on est dans des métiers passion, tu vois. Même dans le marketing aujourd'hui, enfin, je veux dire, moi j'étais à l'école il y a encore 4 ans sur la partie marketing. Ce que j'ai pu apprendre il y a 4 ans n'est même plus forcément valable aujourd'hui parce que les algos changent, les réseaux sociaux sur lesquels il faut être présent changent. Tu vois, toi, tu as pris le virage TikTok et Dieu sait que tu m'as dit le nombre de fois où tu m'as dit putain, Simon, mets-toi à TikTok. Genre, dépêche-toi. J'ai sorti 2 TikTok. J'ai dit non, mais j'ai fait 3 vues, dont ma mère. Genre, ça marchera jamais pour moi. Et voilà. Et en vrai, je pense qu'il faut être curieux. Il faut toujours savoir un petit peu comment ça se passe. Et il faut vraiment se renseigner. Et c'est un travail de tous les jours. Et voilà, mais c'est vrai que toi, tu as vraiment eu, grâce du coup, pour le coup, à TikTok, on peut le dire, parce que c'est vraiment la plateforme-là qui t'a fait buzzer. C'est le tremplin. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne connaîtraient pas Léo, avec qui est-ce qu'on peut citer comme client? Joule, Adidas, Puma, Couples, il y en a tellement d'autres. Il y en a pas mal. T'es Adobe Partner. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ça me fait trop rire. Tu sais que là, il y a, je crois que j'y ai repensé hier, une anecdote que j'avais dû donner. En fait, pour t'expliquer le contexte, quand je suis arrivé en licence, c'était dans une nouvelle classe, une nouvelle école. J'étais à Nancy, enfin bref. Okay. Et en fait, il y avait une de nos profs, je crois que c'était notre prof principale, qui nous avait dit pour un petit peu apprendre à se connaître, chacun va donner 3 anecdotes sur lui et il faut trouver une anecdote fausse. Ok. Et je sais plus ce que c'était mes 3 anecdotes, mais je sais qu'il y en avait une, je m'en rappelle assez bien. J'avais dit, j'ai travaillé sur une campagne Nike. Je l'avais dit. Et à l'époque, c'était faux. Okay. Donc je dis mes 3 anecdotes et tout ça. Il y en a qui ont trouvé, il y en a qui n'ont pas trouvé. Bref, il se trouve que voilà, j'avais jamais travaillé sur une campagne Nike. Et j'ai repensé, je me dis, mais attends, là, on est juste 2 ans plus tard. Bon, 3 ans, parce que l'année de licence s'était écoulée. Et en fait, là maintenant, j'ai pris du recul, je me dis, mais attends, c'est quand même fou parce qu'en fait, c'est arrivé, mais pas que Nike. Il y a eu Puma, Adidas, Google, des trucs. Je me suis dit, mais attends, jamais j'aurais pensé ça. Ouais, non, mais... De base, c'était qu'une anecdote fausse, tu vois. Et j'ai trouvé ça assez fou. Félicitations. Ouais, merci. Ça fait déjà, plaisir. parce que c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est sûr. Pas beaucoup de dodo. Ça va, j'essaye de faire mes 8 heures de sommeil quand même. J'y arrive, T'arrives à accumuler la partie création. Après, ce qui est bien dans la 3D, c'est que vous avez quand même des gros temps de rendu. Genre, où t'as le temps de te reposer un petit peu. Exactement, bah oui, parce que quand tu le lances, tu peux pas travailler sur autre chose, hein, c'est compliqué sinon. Tu fais quoi? Techniquement, petite question technique, tu fais encore tu rends encore sur ton ordinateur ou tu fais du cloud rendering? Non, que sur mon ordi, ça va. En vrai, il est assez puissant pour faire des rendus. Surtout que je fais pas non plus des trucs, tu vois, je travaille pas sur des pubs à des millions non plus, donc c'est pas des... Là oui, il faudrait des fermes de rendu pour rendre tout ça, mais non, à mon échelle pour l'instant, ça va, c'est pas que ça me suffit, on veut toujours plus, hein, mais c'est correct. Okay. C'est bon. De toute façon, tu travailles, toi, 99% du temps, c'est des campagnes digitales. Ouais. Amenées à être réalisées sur téléphone. Ouais, c'est ça. Donc tu travailles pas sur de la 4, 8, 12, 16K. Non, heureusement. Heureusement. Mais en plus, d'ailleurs, dans la 3D, il y a un truc qui est vachement connu, c'est qu'en général, on ne travaille jamais au vrai format d'export. C'est-à-dire que, par exemple, si la vidéo finale va être en 4K, on rend généralement toujours en 1080p. Okay. Parce que si tu rends ta 3D en 4K sur un projet qui va être exporté en 4K, c'est trop propre, c'est trop net, tu vois, les contours, tu vois que c'est un peu fake. Et en fait, le fait de rendre en 1080, déjà c'est plus rapide, donc nous on est bien contents. Ouais, ça vous arrange bien quand même. Hein. C'est ça. Et après, avec l'upscale, ça floute un petit peu les bords, très léger, tu vois, mais ça fait un côté plus naturel comme si c'était filmé à la caméra. Ou après, sinon, tu as le truc de, tu peux exporter, là ça commence à rentrer dans les termes techniques, mais exporter en 1080p, mais lui faire croire que tu exportes en 4K. Donc en gros, il y aura plus de détails qui après va être réduit en 1080. Et cet export-là, après, tu le remets en 4K et du coup, tu as beaucoup plus de détails, mais toujours ce petit flou qui va donner le côté un peu réaliste, quoi. Il y en a qui font de la 3D, c'était déjà la technique secrète de Léo Lorini. Petit tips. C'est ça. Bon, je reprends un petit peu ton parcours. Du coup, tu te mets sur TikTok
pendant le confinement, comme tout le monde, ou tu étais déjà avant sur Musical.ly déjà à l'époque ou... Non, quand même pas. Non, je me suis mis il y a 2 ans, mais j'ai pas la notion du temps, je sais plus c'était quand le confinement. Mais ouais, je me suis lancé sur TikTok en avril d'il y a 2 ans. Ok, attends, moi j'ai envie d'aller voir c'est quoi la première vidéo de Lorini, ça tu l'as supprimée? Non, je l'ai pas supprimée. Tu la connais ta première vidéo ou pas? Alors je sais pas si c'est la toute première, mais je crois que je l'avais fait, si je crois que c'est la première. Un espèce de... Pas un balcon, mais une sorte de bâtiment qui dépasse d'un bâtiment. Enfin, un morceau de bâtiment qui dépasse d'un bâtiment. C'était déjà de la 3D. Et c'était déjà de la 3D, mais c'était de la 3D fait sur After Effects. Donc en fait, c'était de la fausse 3D, tu vois. C'était des layers que je mettais un peu dans l'espace. 2,5D, quoi. Ok. Mais c'était pas avec Cinema 4D ou Blender, des trucs comme ça, quoi. Alors moi, la première vidéo que j'ai sur TikTok de Léo Lorini, c'est L'Homme Pâle. Ah oui, ok, non, ouais, effectivement, ça c'est la première que j'ai mise sur TikTok, mais c'est pas la première que j'ai fait pour TikTok. Okay. En fait, celle-là, j'avais déjà fait dans mon coin et tout, et quand j'ai lancé mon TikTok, je me suis dit, bon, bah vas-y, il faut que j'alimente un peu les premiers trucs, le temps que je trouve le concept et que je réalise, et du coup, j'avais balancé ça comme ça. Effectivement, du coup, le premier truc, c'est celle-là. Voilà, c'est ça. Donc, s'il y en a qui veulent aller voir, c'est une sorte d'architecture qui te dépasse. C'est où c'est près de chez toi, en fait? Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est marrant, en fait, ce concept-là, de base, je le faisais en perso, enfin sur mes stories Insta. Okay. Donc à l'époque où vraiment je diffusais même pas trop mon travail, tu vois, ou vraiment très peu. Et je le mettais en story Insta. En story Insta, j'avais que mes potes, tu vois, qui regardaient. Et je faisais des montages. Du coup, je faisais encore principalement du graphisme. Donc des montages où il y avait des trucs qui avaient aucun sens. Typiquement ça, en fait, je l'avais fait en photo. Tu vois, sur 2 photos. Ah, c'était vraiment genre pour vanner tes potes, en fait. Pour vanner, tu vois. Et je mettais ça en story. Et en fait, il y avait plein de gens qui réagissaient, déjà plein de gens qui y croyaient. Parce que je trouvais ça fou, parce que je me dis, mais attends, c'est quand même improbable, tu vois. Et d'autres après qui me posaient des questions, mais ouais, attends, c'est où et tout. Il y en a qui sont rendus sur place carrément pour aller voir, tu vois. Moi, j'ai joué le jeu jusqu'au bout, j'en foutais qu'ils allaient se rendre là-bas pour rien. On va en parler après, parce qu'apparemment, avec Disney, il s'est passé quelque chose par rapport à ça. Effectivement. Et voilà, et en fait, quand je suis arrivé sur TikTok, c'est Thibaut Audio qui m'a dit, je l'avais rencontré, et il m'a dit, mec, il faudrait que tu tailles sur TikTok et tout, c'est un coup à prendre et tout. Je dis, ouais, je sais pas, bon, ok, mais il faut que je trouve un concept et tout, et qui soit un peu adapté à la plateforme. Et justement, je me suis dit, mais en fait, ça peut être une bonne opportunité, mais je pouvais pas poster des photos. Et je me suis dit, ok, en fait, je vais l'adapter en vidéo. Et c'est comme ça que j'ai vraiment dû développer la 3D. Parce que quand tu passes ça en vidéo, t'es obligé de le faire en 3D. Et puis voilà. Donc ouais, c'est vraiment comme ça que t'as trouvé un peu ta patte sur les réseaux sociaux, du moins. Ouais, c'est ça. Et du coup, ta direction artistique, c'était un peu des trompe-l'œil. Ouais. 3D, Mais ça, c'est ma patte malgré moi, parce qu'en vrai, ça, c'est vraiment le côté très TikTok, tu vois. Et c'est pas non. Enfin, pas que c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer, parce que je le renvoie dans tous les cas et je suis OK avec ça. Mais il y a vraiment 2 côtés, tu vois. Il y a vraiment le côté TikTok où c'est plus de l'entertainment, on va dire, vraiment divertissement, tu vois, où c'est, voilà, pour rigoler, machin, c'est un petit peu marrant. Et t'as aussi le côté un peu plus pro, tu vois, carré, vraiment dans le côté publicitaire. Vraiment 3D plus léché, quoi, que je développe aussi. Et que j'aimerais bien d'ailleurs que cette image prenne le dessus du Léo qui fait des TikTok dans la rue, qui filme des trucs, tu vois. Okay. En vrai, les deux me plaisent, mais et voilà, j'aimerais bien aussi développer un peu le truc un peu plus pro. Ok. Donc maintenant, ça fait combien de temps que tu as ton compte, si on parle un petit peu business, entrepreneuriat? Alors, ça fait 3 ans que j'ai ouvert ma boîte, mais ça fait 2 ans que je suis à temps plein. Ok. Ouais. Tu ne fais plus que ça? Ouais, plus que ça. Et ça va? Ouais, ça va. Hein. Tout seul? Ouais, tout seul. Ouais. Des fois, je travaille avec... s'il y a vraiment des gros projets ou des trucs, je fais appel à d'autres personnes en 3D qui travaillent avec moi sur le même projet. Maintenant, ça arrive de moins en moins parce que j'ai plus envie, pour la simple raison que c'est quand même un travail d'organisation, tu vois, de se mettre à plusieurs sur un projet. Au final, t'as toute la partie gestion de projet quand même qui des fois est chronophage en vrai. Hein. C'est ça, parce que tu peux te dire, ok, travailler à plusieurs sur un projet, ça va te faire gagner du temps. Certes, c'est le cas, mais ça t'en fait perdre aussi sur le fait que il faut que tu gères un petit peu l'équipe, que tu vois où un tel en est, un tel en est. Ça, c'est pas fait pour moi. Moi, je veux juste créer de base. Donc en fait, j'ai dit, ok, non, flemme. Donc je travaille avec plusieurs personnes si j'ai pas le choix, notamment sur des plus grosses campagnes ou des trucs comme ça où là ouais il y a plusieurs personnes en 3D et du coup je me greffe un peu dans le projet. Maintenant si je peux choisir, non, je préfère travailler seul, et si jamais il y a un projet que je peux pas prendre ou quoi, pareil, en fait je redirige juste le client vers la personne, c'est des potes, tu vois, donc je les laisse faire leur truc avec le client en direct et comme ça je m'en occupe pas, quoi. Ouais, mais en vrai, donc c'est-à-dire que une Léo Lorini agency 3D avec 16 personnes, toi chef d'entreprise à gérer des mecs, c'est pas le but? Je sais pas. En fait, je sais pas comment je vais me développer, mais c'est les questions que je me pose un peu en ce moment. Mais si c'est le cas, parce que
Comme je t'ai dit, je suis en train de me poser des questions. Je sais pas si ça va être un studio vraiment où je fais que de la 3D ou un studio de pub complet où tu as du coup une partie 3D parce que c'est quand même ma spécialité. Mais en tout cas, peu importe ce que c'est, si jamais je me structure comme ça avec une équipe, je veux continuer à faire de la 3D et ça sera pas moi qui sera chef de projet ou un tel ou à gérer l'équipe et tout. Tu vois, je veux surtout pas que ça fasse ça parce que. Tu veux rester dans la créa. Ouais, voilà, je veux vraiment créer, tu vois. C'est pas mon truc de gérer, d'organiser et tout, de faire les tableaux Excel, de savoir qui en est où, machin, est-ce que t'as fait l'export de machin, non. Après, la partie devis, rendez-vous commerciaux, facturation, ce qu'il a payé, les relances, les machins. Ouais, c'est ça, parce que pour l'instant, je dois tout gérer. Et en vrai, c'est vraiment la partie qui me saoule un petit peu, tu vois, mais j'ai pas le choix. Je crois que on est créatifs tous les deux et en vrai, genre, on n'est pas fait pour ça. Genre, tu vois, genre, c'est genre, on a les concessions, être indépendant, c'est cool, mais forcément, t'as le revers de la médaille qu'il faut accepter, et voilà, c'est le jeu. Hein. Et puis, prendre du monde pour gérer ça, ça veut dire être capable d'aligner un salaire à quelqu'un qui fait que ça veut dire, toi, si t'es tout seul à produire, faut que tu produises tellement plus ou tellement plus cher, donc faut percer un peu un plafond de verre aussi au niveau du pricing, c'est-à-dire monter en qualité, monter en bécane, donc en machine, machin, etc. C'est ça qui me met la pression, c'est que je me dis là, quand je suis tout seul, j'ai de compte à rendre à personne, tu vois. Donc si un jour j'ai envie, tu vois, là je pars un mois à Bali, pendant un mois j'ai pas travaillé, donc j'ai pas faire de chiffre d'affaires le mois-là, mais je m'en fous, j'ai personne à payer, tu vois. Donc, et ça c'est vachement cool, dans ta conscience, tu te dis, ok, tu peux pas mettre quelqu'un, pas à la rue, tu vois, j'abuse, mais ne pas lui verser salaire et tout parce que tu peux pas. Si ça peut être rassurant entre toi et moi du coup, j'ai embauché Théo, tu le sais, depuis quelques temps. Et en vrai, moi, Théo, il est en prod aussi. Donc, vu qu'il est en prod, ça m'a permis d'abattre quand même plus de taf. Ouais. Ça m'a permis aussi de pouvoir me libérer de choses où moi, à mon niveau, j'avais peut-être plus de valeur à ajouter, à apporter, tu vois. Et des choses où il y avait un peu moins de valeur ajoutée, de pouvoir commencer à déléguer, tu vois. Et effectivement, du coup, ça m'a permis de me concentrer sur des projets coup de cœur et des choses, des fois, qui étaient un peu plus chronophages et où j'avais un peu moins de valeur ajoutée à le faire. Théo, il sait très bien le faire et il est très, très bon dans son domaine et du coup, je pouvais être serein d'avoir réussi à m'entourer de quelqu'un, tu vois, qui savait faire très très bien et à qui tous mes clients m'ont dit mais vas-y. En fait, moi, quand je suis parti à Tokyo pendant un mois, tu vois, comme quand toi tu pars à Bali, moi, toutes mes prestats, j'avais vu avec mes clients, je les avais donné à Théo. J'avais dit, à l'époque, Théo était à son compte. Je lui avais dit, tiens, vas-y, let's go, prends les prestats. Et quand je suis revenu de Tokyo, j'ai appelé tous mes clients en mode, bon, comment ça s'est passé? Tu sais, j'ai pas dit à Théo, mais j'ai dit, bon, les gars, genre, dites-moi, ça va, ça fait le taf. Et genre, tout le monde m'a dit, mais tu nous le remets quand tu veux. Genre, les projets étaient bien gérés, le mec, quand on l'appelait, il répondait, il n'y a pas eu un problème de retard. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, vas-y, en vrai, faut qu'on, ensemble, on est plus fort. Ouais, c'est clair. Et puis, let's go. Donc, si t'as peur de ça, en vrai, je pense que c'est qu'une question d'organisation. Il faut prendre le temps de mettre les process en place au début. Et trouver la bonne personne, en fait. Il faut trouver la bonne personne. Parce que comment tu fais confiance à une personne, tu vois, à moins de le faire travailler, c'est ce que je fais pour l'instant, c'est faire travailler des gens free, tu vois, dès que t'en as besoin, t'appelles un free et puis tu le fais bosser sur un projet. Toi t'avais la chance d'avoir Théo, donc en gros c'était le fonctionnement là, c'était un free que tu faisais bosser mais que t'as fait bosser très régulièrement, donc au bout d'un moment tu t'es dit let's go en fait. Lui avait une demande sur pourquoi pas de l'embauche, je dis de l'embauche mais presque une fusion. Et moi j'avais un besoin parce que j'aime pas dire non à mes clients et j'avais du mal à refuser du taf, et tu sais très bien que c'est un peu mon point faible à moi. Et du coup je me suis dit vas-y, effectivement ensemble on est plus fort, mais il faut vraiment trouver le bon free, parce que le problème des free, c'est que si les free ils travaillent très bien tout seuls, ils veulent pas forcément être embauchés. Ouais, c'est ça. Genre pour eux ça va très bien, pareil, parce qu'ils sont comme toi, ils se disent moi j'ai personne, j'ai pas de responsabilité, j'ai pas de compte à rendre non plus. Genre tu vois, tout va très très bien comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut réussir à trouver la bonne personne, et je pense que c'est le plus compliqué. Ouais, c'est ça. Ok. En tout cas, merci pour ce retour-là, et je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur la partie créative, parce qu'on est vraiment là pour parler autant création, entrepreneuriat, communication. J'en parlais la dernière fois, j'étais avec un pote à moi qui fait de la photo, et qui me disait c'est fou comment tous mes clients pensent que les créatifs, on dort le jour, on vit la nuit, et que c'est comme ça qu'on trouve nos trucs. Toi, comment tu fonctionnes ? Est-ce que tu es debout à 8h du matin, prêt devant Cinéma 4D,
Ou est-ce que pareil, genre t'es Batman, tu te réveilles à 19h, tu te lances toute la nuit et la journée, faut pas t'appeler? Non, alors quand même pas, sinon j'ai l'impression de louper mes journées. Mais c'est vrai que, en fait, je profite de mon statut pour me dire que j'ai pas d'horaire à respecter. Donc, si un matin j'ai envie de me lever à 8h, je peux le faire, tu vois. Ce qui n'arrive jamais. Soyons honnêtes. J'ai jamais eu un appel de Léo Lorini à 8h du matin en mode Simon, j'étais en meeting, tu vois, genre c'est... Évidemment que non. Ou très rarement, si j'ai des tournages et tout, oui, ok, je me lève, tu vois. Mais sinon, non, en général, je me dis, je peux me lever à 10h30. Je me lève à 10h30, tu vois, à 11h, 11h30. Bref. Donc, en fait, non, j'ai pas trop d'horaire à ce niveau-là. Je vais pas me lever trop tard non plus, tu vois. En fait, si je commence à me lever à midi 30 et tout, ça me saoule parce que j'ai l'impression que la journée elle passe trop vite jusqu'à ce que la nuit tombe. Et après, oui, je vais me coucher en général vers 1h, 1h30, un truc comme ça. Okay. Pareil que j'essaye de pas dépasser parce que vu que je veux faire mes 8 heures de sommeil, sinon après je suis obligé de me lever trop tard le lendemain et je loupe mes journées. Donc en vrai, ça va, je suis assez stable au niveau horaire de coucher et de réveil. T'es vraiment attentif à tes 8 heures de sommeil, c'est vraiment important pour toi? Ah ouais, pour moi c'est trop important parce que quand je les loupe, je sais que je suis pas bien. Ça se voit pas, tu vois, mais je sais que... Tu le sens sur ta productivité, sur ta créativité? Ouais, quand même. Ouais. Donc je fais super attention et pour moi le sommeil c'est déjà c'est trop bien de dormir. Moi je trouve ça trop bien de dormir et en plus c'est super important le sommeil, tu vois, que ce soit au niveau de la créativité, de la productivité et tout. Et puis ça met forcément, on est en meilleure forme. Je sais pas. Non, pour moi c'est trop important. Ouais, mais je comprends. Puis tu sais, toi t'es un peu plus jeune que moi, mais tu sais, moi j'arrive sur 30 ans. Ouais. Et je me dis toujours, au bout d'un moment, on commence à perdre des points de vie. Tu vois, genre. C'est ça. Tu sais, genre quand tu joues à Mario, quand tu vois tes vies qui descendent. Moi maintenant, quand je me fais des nuits blanches, parce que des fois ça arrive, t'as des trucs à livrer, t'as eu des choses et je me fais des nuits blanches et je dors 2-3 heures dans la nuit, ce que tu sais, il m'arrive assez souvent. Genre vraiment, le lendemain, je me dis, putain, j'ai perdu des points de vie, quoi. C'est ça. En plus, j'avais vu une stat sur ça, quand tu fais une nuit blanche, de combien de temps tu mets à la rattraper. Ah, c'est abusé. J'ai plus la stat, mais genre, c'est indécent, tu vois. C'est abusé. Et je pense qu'en vrai, plus on prend de l'âge, et plus on met de temps à la rattraper. Ouais, je pense. Ouais, c'est clair. Et moi, je me souviens juste de quand je sortais avec mes potes, à 22 ans, je sortais vendredi, samedi, dimanche, je j'étais en mode, ouais, les gars, on fait quoi? Tout est fermé, mais vas-y, on se voit et tout. Maintenant, genre, je sors vendredi, dimanche 3 semaines après. Genre, c'est ça. On met quand même un peu plus de temps à le rattraper qu'avant. C'est clair. C'est normal. Léo, je voudrais encore te poser une question. Du coup, on a parlé un petit peu de ta montée en puissance avec les réseaux sociaux, du fait que t'as fait tes buzz et tes quelques millions, dizaines de millions de vues sur TikTok. Ouais. C'est comme ça que t'as trouvé tes premiers clients? Non, en fait, je les avais depuis... alors, pas les mêmes, hein, mais j'en avais depuis bien avant. Comme je t'ai dit, vu que j'ai commencé à 11 ans, en gros, j'ai commencé à vendre des prestations, ce qui peut paraître fou, mais genre à peut-être 13 ans, tu vois. Et, d'ailleurs, il n'y a pas un délire avec les bitcoins là-dessus? Il n'y a pas une petite anecdote sympa que tu m'avais racontée? Comment Léo aurait pu être milliardaire? Ça peut être aussi, genre, en vrai, ça aurait pu être le titre du podcast. Mais en fait, quand je raconte, personne ne me croit. Et je suis obligé de sortir les messages. Donc là, je peux pas sortir les messages, mais j'ai encore la conversation. J'ai vu les messages, genre vraiment, j'ai vu les messages, genre je vous jure que c'est vrai. Donc c'est insensé, mais en gros, en 2015, donc il faudra regarder combien ça valait, je sais plus combien ça valait un bitcoin à cette époque. En 2015, il y a un mec qui est venu me voir et qui m'a dit, ouais, est-ce que tu peux me faire mon logo et tout, et je te paye en bitcoin et tout ça, je sais pas quoi. Moi, en gros, un logo à l'époque là, je devais le vendre genre 10 €, tu vois, 20 €, un truc comme ça. Et il me dit, vas-y, je te paye en bitcoin, enfin, je te paye un bitcoin. D'abord, il me dit, et moi, je lui dis, ouais, non, moi, je connaissais pas trop. Et même, en fait, c'était connu, mais pour la mauvaise raison à l'époque, c'était un peu la monnaie du dark web, tu vois. Ouais, de ouf. Donc, je me dis, vas-y, arnaque et tout. Je vais regarder comment ça coûte un bitcoin en 2015. Ouais, vas-y. Vas-y, continue. Et en gros, je crois que c'était 500, non, peut-être, je sais plus. Et en gros, donc je lui dis non et tout. Il me dit, vas-y, s'il te plaît et tout. Si tu veux, là, je t'envoie 57 bitcoins et t'es mon graphiste à vie. Bon, déjà, le truc est trop bizarre. Le fait d'être graphiste à vie, ça n'existe pas, tu vois. Genre, déjà, d'où le mec t'achète. C'est trop bizarre. Mais bon, bref. Mais en tout cas, ce qui en est, c'est que le mec me propose 57 bitcoins. Il veut m'envoyer 57 bitcoins. Et d'ailleurs, peut-être que l'offre, j'aurais dû l'accepter même en étant graphiste à vie. En vrai, on était à $390. Okay. Donc 57 fois 390, on était déjà sur 22 000 € pour 57 bitcoins. Ok, et la valeur d'aujourd'hui, combien ça vaudrait aujourd'hui? C'est 57 bitcoins. Ouais. Parce que ça faisait déjà une somme. Ouais, c'est-à-dire 20 000 €, mais 20 000 € graphiste à vie, en vrai, t'y perds.
Non, là, t'y perds. Mais si t'attendais... Oui, voilà, c'est ça. Alors, en fait, c'est ça le truc, c'est que maintenant, ça vaut des millions et des millions. Prix Bitcoin, on est à 27 300 € actuellement. On met 27 000, on arrondit en dessous, ça te dérange pas. Donc, on est à 1 539 000 €. Ouais. Donc officiellement, comment Léo n'est pas devenu millionnaire? C'est ça. Après, tous mes potes ils me disent, ouais, même si t'avais accepté, si dans un monde parallèle ça se serait fait, les bitcoins je les aurais vendus bien avant. Je pense que c'est vrai. Mais bref, donc voilà, j'ai raté cette opportunité. Je sais pas si c'était une vraie opportunité, mais en tout cas l'anecdote est marrante. J'ai encore les messages et tout, parce que même moi des fois je me dis mais c'est impossible, et je revois les messages et si, c'est possible. J'ai renvoyé un message au mec, je lui ai dit yo, il m'a jamais répondu. Peut-être qu'il a trouvé son graphiste à vie depuis qu'il vit sur un yacht. Si vous pouvez envoyer 57 bitcoins, je pense que là, il est bien le mec actuellement. Il doit avoir coupé tous ses réseaux. Et donc, du coup, on revient sur le sujet. Donc, tes premiers clients. Ouais, donc voilà, ça veut dire que à partir de mes 13 ans, je commençais à faire payer les bannières YouTube et tout. C'était des genre 3 €. Après, je montais un peu 5 €. Après, 8 € la bannière, tu vois. Et 8 €, en plus, à l'époque, dans le groupe, c'était des groupes GFX à l'époque sur Facebook. 8 € la bannière, c'était vraiment le prix. Le plus cher. Tu vois, le plus cher, tu vois. C'était un peu le graphiste de luxe du groupe. Bah, en fait, j'étais trop content, mais j'avais le syndrome de l'imposteur parce que je suivais des mecs qui faisaient des bannières 8 € qui étaient genre incroyables, tu vois. J'avais pas encore ce niveau. Du coup, je me dis, mais comment ça se fait que je vends ça à 8 €? Il y a des mecs qui achètent, tu vois. Et bref, donc, ça fait que de 13 ans jusqu'à quand je me suis lancé en indépendant, je devais avoir 21 ans. T'as dû faire genre 223 € de chiffre d'affaires. Non, en vrai, je faisais pas mal quand même. Hein. Ah ouais. J'étais vraiment un très jeune entrepreneur. mais ouais, avec toute l'évolution là, forcément, oui, tu perds des clients, tu vois, les trucs de bannières YouTube et tout, mais t'en récupères d'autres parce que tu continues à travailler, à te développer. Donc en fait, j'ai toujours eu des clients et petit à petit de plus en plus sérieux. Jusqu'à le moment où je me suis lancé sur TikTok, où là tout a basculé. Donc j'ai commencé à poster mes vidéos, mais en fait c'est un peu comme tout le monde, tu vois, juste pour le kiff, sans jamais imaginer que je pouvais gagner de l'argent, même si je savais qu'il y avait des opportunités sur TikTok de placement de produits et tout. Mais pour moi j'étais à des années-lumière de ça, tu vois. Moi je me suis dit c'est des gros créateurs, tu vois, c'est des mecs pour qu'on te paye pour placer un produit, tu vois, faut vraiment être hyper loin dans le game, quoi. Et en fait, bref, je poste mes trucs et tout. J'ai de la chance, il y a une vidéo qui pète, donc les autres, ça suit. Du coup, mon compte prend en abonnés, donc j'ai de plus en plus de visibilité. Et là, j'ai mes premières OP, tu vois. Donc au début, c'est pas grand-chose, tu vois, c'est des 500 €, des petits montants. Et après, donc ça monte, jusqu'à avoir des montants où je me dis, mais attends, comment ça se fait que je peux vendre de ce prix-là une vidéo, tu vois. Okay. Donc c'était des OP, en fait, type influenceur, du coup. Le but était, en fait, ils te payaient pour que tu crées du contenu 3D que tu mettais sur ton compte à toi, et que eux pouvaient reprendre sur leur compte. Ça dépend des sessions de droit. Okay. T'avais certains trucs où vraiment c'était juste sur mon compte, et t'avais d'autres où effectivement on signait en plus une session de droit où du coup ils avaient le droit d'utiliser aussi la vidéo sur leur plateforme. Okay. Mais ça c'est des contrats séparés, quoi. Okay. Et en gros, donc en fait les premiers vrais salaires que j'ai pu me faire, quoi, c'était grâce à l'influence. Okay. Parce que ça payait beaucoup plus que à l'époque où j'étais graphiste. Parce que d'ailleurs, parce que j'avais déjà un petit peu des salaires, mais des salaires en graphisme, ce qui n'a rien à voir avec la 3D. La 3D, ça se vend beaucoup plus cher. Et c'est beaucoup plus de travail aussi. Ouais, c'est plus de travail aussi. C'est un peu plus rare. Donc la rareté, ça s'achète. Et voilà, donc passer de, on va dire, graphiste inconnu à artiste 3D. Des bannières à 8 €. Tu vois, je les vendais quand même un peu plus que 8 € quand j'avais 20 ans, tu vois, mais ouais, c'est ça. Et en gros, donc voilà, ça a commencé par vraiment l'influence. Et vu que je me suis fait connaître par ces vidéos-là, par la 3D, après, le côté vraiment plus pro s'est développé, où j'intervenais sur des campagnes de pub, des trucs, des clips, etc. Où là, c'était complètement hors influence, ça n'avait plus rien à voir, tu vois. Okay. Et puis voilà, et là, c'était vraiment pour le taf d'artiste 3D. Ouais. Et c'était un contrat qui était dans le sens là. Est-ce que tu te rappelles de ta première OP TikTok? Ouais, ma première OP, c'était avec Kellogg's. Et c'était pour promouvoir des nouveaux produits, c'était des snacks, ça s'appelait. Tu avais 2 types de produits. Et en gros, c'était une vidéo où j'étais dehors avec une manette de PS5. Et je sais plus si je tapais un code où il y avait un truc comme ça. Et en gros, ça faisait apparaître le paquet un peu en holographique comme ça devant moi. Et avec les joysticks, je pouvais le déplacer pour l'amener un petit peu vers moi, tu vois. Et après, je changeais le modèle, tu vois. Donc, tu avais les 2 modèles qui défilaient, ou les 3 modèles, je sais plus. Et après, je validais, comme c'était un cheat code, tu vois, je validais. Et du coup, je pouvais récupérer le paquet en l'air et l'ouvrir et le manger, tu vois. Et comment tu trouves ces idées-là? Enfin, en vrai, moi, mais je te l'ai déjà dit en perso, je trouve toujours ouf ton process créatif.
il y a vraiment la partie technique 3D où genre ça marche et c'est pour ça que tu bosses bien, mais il y a l'idée aussi, tu vois, genre vraiment t'as l'idée créative derrière. Où est-ce que tu vas chercher ça? C'est quoi tes sources d'inspiration? Est-ce que t'as souvent le syndrome de la page blanche? Est-ce que c'est facile pour toi? Est-ce que voilà, c'est juste ton caractère, t'es de nature créative et ça va ou... Ouais, non, en fait, ça va, c'est assez simple, mais c'est trop bizarre parce que j'ai pas de source d'inspiration directe, tu vois. En fait, ouais, je fais beaucoup de veille créative, mais malgré moi, tu vois, en fait, je traîne sur Insta et comme je suis que des mecs qui font de la 3D, du graphisme et tout. Les algos sont taffés. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, je vois un petit peu tous les jours. Mais après, vraiment, pour chercher une idée, souvent elles viennent comme ça, tu vois. Genre, j'ai un projet, on me dit, ouais, on aimerait bien communiquer sur ce produit, c'est sur le thème de l'eau, ou je sais pas, je te dis n'importe. Et du coup, dans ma tête, je me dis, ce serait sympa de faire un truc qui fait ça et tout. Ok, c'est sympa. Et voilà, genre tu ça vois. vient comme ça. Ouais, j'arrive à imbriquer un peu tout ce qu'ils me demandent dans le brief, clac, j'en fais un truc, et puis voilà, ça crée une idée. T'as un souvenir peut-être que tu peux nous partager d'un projet qui t'a marqué, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais? Un projet qui m'a marqué. En fait, j'ai beaucoup de projets qui me marquent, mais j'ai beaucoup aimé travailler sur le projet de Louvrezval parce que c'était un artiste que j'écoute encore d'ailleurs. C'était un de mes top artistes et il est malheureusement décédé. Et en fait, quand on m'a dit qu'il allait faire un clip posthume et que j'allais travailler sur le projet-là, j'étais comme un fou. Je me suis dit, mais attends, là, c'est vraiment un artiste que j'écoutais, tu vois, je voulais absolument travailler pour lui et c'est arrivé. Donc là, vraiment, j'étais trop content, quoi. Pour le coup, c'est vraiment genre, c'est coché sur la liste des choses à faire, genre professionnellement parlant. Ah ouais, c'est ça. Et il y a quoi encore sur cette liste-là? Des projets à faire. Les choses qui sont pas encore cochées. Je sais que j'ai trop envie de travailler avec De Vialet. Ok. Parce que j'aime trop les enceintes, j'ai envie de m'équiper de Vialet, tu vois. Et je sais pas, pour moi, c'est dans le monde de... Enfin, dans le milieu sonore, je sais pas comment on appelle ça exactement. Pour moi, c'est vraiment la marque, tu vois. Et donc, j'aimerais trop travailler pour eux. Après, je sais pas, je pense que j'ai plein de petits trucs à cocher, tu vois, qui arriveront au fur et à mesure. Mais je me donne très rarement d'objectifs clairs, tu vois. C'est pas un truc que je fais en général. Ok. Ouais. T'as pas d'objectif, tu sais pas où est-ce que tu veux être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, genre... Tu te laisses porter par la vague et genre tu verras. Ouais, parce que je suis pas un mec très organisé ou un truc, tu vois, comme les vacances à Bali, là. Ouais. Je pars dans littéralement 2-3 semaines. J'ai juste pris les billets d'avion, tu vois. Pas d'hôtel, t'as pas de... Non, j'ai rien du tout, tu vois. Mais parce que je suis pas... c'est peut-être aussi un peu par flemme, mais même dans le milieu de la créa, tu vois, j'ai pas envie de me projeter et de me dire, ok, même si des fois c'est bien, parce que si tu te fixes un objectif, tu fais tout pour y arriver, mais... moi, je sais que je préfère vraiment juste prendre du plaisir à faire ce que je fais actuellement et continuer. Et je sais que ça me mènera forcément quelque part et que ça se fera naturellement, tu vois. Okay. Je me dis plutôt ça. Donc ouais, non, j'ai pas trop d'objectifs vraiment à me dire, ok, ça, il faut que je le fasse dans absolument tant de temps. C'est intéressant parce que là-dessus, toi et moi, on est vraiment l'opposé. Ouais, toi, t'as vraiment des trucs... genre, moi, ma vie, elle est organisée. Ouais. Et j'aimerais qu'elle le soit encore plus. Tu vois, genre... Okay. Je sais où je veux être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et pourquoi? Parce que ça te fait peur de pas savoir, de pas te... Ouais, en vrai, j'ai... Déjà, toi, tu prends beaucoup de gros projets sur lesquels tu vas travailler plusieurs semaines, etc. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de petits projets à imbriquer. Ouais. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir une orga. J'ai des deadlines qui sont ultra courts et c'est comme ça que je travaille avec mes clients. Et c'est pour ça que j'ai les clients avec lesquels je travaille. Généralement, je suis un peu le... Je veux pas dire sauveur de vie, mais tu sais, je suis le mec où on appelle en mode vas-y Simon, là j'ai vraiment besoin de toi, faut que ça, machin, ouais vas-y, t'inquiète, on le fait, on se débrouille. Là j'avais déjà un truc qui est prévu, mais lui on va le caler 1 heure plus tôt, on va le rentrer là-dedans et tout. Et je sais pas, je devais être fan de Tetris quand j'étais gosse, tu vois, et genre ma vie est un Tetris. Et c'est vrai que du coup j'aime bien toujours me dire ok, je regarde très peu en arrière, je regarde très peu en arrière, mais je regarde énormément en avant et je me dis toujours bah tiens, là ça peut être bien, et puis si la presta là ça se fait, alors que le mec il m'en a parlé genre vraiment autour d'un verre à une soirée, si la presta là ça se fait, on pourrait faire ça et on pourrait acheter un drone FPV et faire ça et machin, alors qu'en vrai genre on sait même pas si la presta elle va se faire, mais genre j'aime bien genre essayer d'imaginer et de voir un peu si ça part à gauche on pourrait faire ça, mais si ça part à droite on pourrait faire ça, et prévoir un petit peu les alternatives. Et j'ai beaucoup joué aux échecs quand j'étais jeune, et premier degré je pense que ça vient de ça. Ouais, peut-être. Parce que les échecs, t'essayes toujours de prévoir les coups de ton adversaire en avance. Ouais. Et du coup, tu te dis, si je joue ça, faut que je fasse ça, puis ça, mais si je joue ça, faut que je fasse ça, alors que s'il a fait ça, faut que je fasse ça.
Et après, ton cerveau, il fonctionne comme ça sur le reste. Ouais, et je pense qu'on est beaucoup conditionné par ce qu'on fait quand on est plus jeune. Ça, c'est certain, ouais. Et j'ai beaucoup joué aux échecs, et je pense que les échecs m'ont mis ce truc de analyse tout ce qui peut se passer, et en fonction d'eux, quelles seront les solutions. Ouais. Tu vois, genre là, on en rigole parce que, alors je sais pas si on coupera au montage, mais on a été coupé pendant le podcast parce que j'ai reçu un petit lave-vaisselle pour l'agence. Et genre, par exemple, juste sur ce petit lave-vaisselle-là, j'ai dû passer 2 heures à faire un benchmark de tout ce qui existait, des prix, des machins, des chinoiseries, à lire les avis sur Amazon, mais au cas où les avis sont achetés, parce qu'on sait qu'ils sont achetés, je les ai lus aussi sur Boulanger, sur Darty, et genre, tu vois, je cherche, je me laisserai pas reporter en mode, bah vas-y, je prends le premier qui passe et ça ira, je suis en mode... C'est ce que t'avais pour le drone. Ouais, non, mais non, parce que le drone FPV, par exemple, quand on a acheté le drone FPV, j'ai regardé tout. J'ai regardé. Okay. Théo, c'est lui qui a la licence. Moi, j'ai pas la licence drone, donc c'est lui qui vole. Donc, déjà, j'ai demandé à Théo, ok, est-ce que tu t'y connais en drone FPV? Ben, pas trop, mais ça m'intéresserait d'apprendre. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a DJI qui propose avec l'Avatar un drone qui marche tout seul. Sinon, on fait notre propre drone FPV, mais ça veut dire qu'il faut qu'on prenne des techniques de souder des trucs, de réparer, de machin. Faut poser des GoPro dessus, faut régler la GoPro. Si la GoPro elle tombe, faut changer la GoPro, machin. Et en fait, on a pris le temps de tout analyser. Une fois qu'on savait sur quel modèle de drone on partait, ouais, j'ai pu aller lâcher sur un coup de tête. Okay. En mode, écoute, là, on a 3 heures qui traînent, on est sur une presta où pendant 3 heures, on n'a rien à faire, le magasin, il est à 10 minutes, viens, on va chercher le drone. Mais effectivement, avant ça, genre, j'ai benchmarké tout ce qui était possible, parce que pareil, chez DJI, t'avais l'Avatar, t'as le DJI FPV, t'avais les vrais drones. Je me comprends, mais les drones FPV de mecs, des geeks du FPV, tu vois, qui se butent au simulateur du matin au soir. Donc non, je pense que j'ai besoin de beaucoup benchmarker les trucs. Mais par contre, une fois que je sais ce que je veux, là genre, tu rushes. Genre ouais, par contre je rush et genre du coup, le revers de la médaille, c'est quand je sais ce que je veux, genre je suis trop impatient de l'avoir. Ouais. Maintenant que je sais que c'est ça que je veux acheter, genre j'y vais cet après-midi. Ouais, c'est pas plus mal. Hein. Tu vois, au moins c'est. Mais c'est cool parce que moi t'es sûr de ton achat, tu vois. Et je regardais ce matin un TikTok d'un photographe immobilier aux États-Unis et qui disait: si vous voulez acheter 2 objectifs, ne dites pas j'en achète déjà un puis l'autre, parce que du coup vous savourez pas d'avoir acheté le premier parce que vous penserez qu'au deuxième que vous avez pas acheté, tu vois. Ah oui, je vois. Genre en mode c'est okay. Dans tous les cas tu finiras par acheter les 2. Ouais. Donc genre tout de suite, si financièrement t'as la trésor pour acheter les 2, te dis pas j'achète déjà un puis dans 2 mois j'achèterai l'autre. Genre prends les 2. Tu vois. Comme ça tu profites vraiment des 2, tu te dis pas j'attends l'autre et le premier tu le mets en stand-by. Ouais, je vois. C'est vrai. Voilà. Écoute Léo, je pense qu'on a pas mal d'infos. Est-ce que tu peux nous lâcher des petites exclus là, des petits clients pour qui tu vas travailler ou des projets qui vont sortir un petit peu? Mais j'ai pas tant d'exclus de ça à donner. Bah là, j'ai peut-être un projet qui va arriver avec Puma, mais c'est pas trop un secret. J'ai déjà travaillé avec eux. Okay. Après, j'ai une très mauvaise mémoire, donc même comme ça, en fait, je peux pas te dire. Là, je te dis juste le dernier projet. On m'a envoyé un WhatsApp. Ouais, il y a ça à faire. Est-ce que t'es chaud? J'ai dit oui, tu vois. Mais non, je sais pas. Après la rentrée, d'ici septembre, j'ai des projets qui vont arriver, mais qui sont pas signés, tu vois. Donc ça n'a rien à parler. Ouais, on porte pas l'œil. Voilà, c'est ça. Tant que c'est pas fait. Ouais. Et niveau machine de guerre, les PC, ça va, ça suit encore? Ouais, ça suit. Comme je disais tout à l'heure, on veut toujours mieux, mais pour l'instant, ce que j'ai, ça me suffit. Donc. Vas-y, envoie le brief technique de ton PC. Fais peur à ceux qui aiment ça. Alors. Comment est-ce qu'on fait de la 3D pour que ça aille vite? Déjà en carte graphique, la RTX 4090. Ouais. En processeur, j'ai un AMD Threadripper Pro. Après, je sais plus. 256 Go de RAM. Ça, je sais. Genre, est-ce que genre le PC fait tout, le café, genre il est capable après de tout faire? Évidemment. C'est le but. Il y a une machine dedans, t'appuies sur un bouton. Ça pourrait être un TikTok, ça. C'est quoi, tu vas nous le faire, celui-là? Ouais, non, il faut quand même une belle machine. Hein. Ouais. Après, il faut une belle machine, mais là, plus on avance, plus t'as des logiciels comme Unreal Engine qui fait que t'as pas besoin d'une grosse machine pour les faire tourner. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est cloud computing, etc.? Tu penses que c'est l'avenir aussi pour votre métier ou pas vraiment? Non, du coup, l'inverse, en fait. Je pense qu'on en aura de moins en moins besoin, puisque les logiciels vont être tellement optimisés. Ok. Et en fait, les logiciels sont optimisés, donc tu as moins besoin de puissance. Et les cartes graphiques seront plus puissantes. Donc en fait, je pense qu'on aura de moins en moins besoin de cloud computing. Okay. Il y en aura toujours besoin pour certains projets, etc. Mais... Écoute, je vais finir avec une dernière question. Et je pense qu'on est pas mal sur le temps et que c'était pas trop long pour les gens qui nous écoutent. J'aime bien les podcasts parce qu'on sait jamais vraiment qui va écouter.
Ouais, c'est vrai. On parle un petit peu à tout le monde, on parle entre nous et genre c'est comme si c'est une conversation privée publique. Tu vois, genre, c'est marrant. Je voudrais ouvrir avec l'intelligence artificielle quand même. Ouais. Parce que je pense que on regarde tous ce qui se fait. Ouais. Et surtout, genre, c'est allé tellement vite depuis un an là. Ouais, c'est clair. Parce que DALL-E, ça a dû arriver. Pour moi, c'était un peu sur la partie graphique. C'était un peu le premier. C'était DALL-E de OpenAI. DALL-E, ça arrivé il y a 1 an et demi, je pense. Ouais, je sais plus exactement. Je sais plus si c'était DALL-E ou Midjourney en premier. Ah, il y a eu Midjourney aussi, ouais. Ah, mais Midjourney, pour moi, honnêtement, est plus compliqué à utiliser pour le grand public que DALL-E. Parce qu'il faut que tu passes par le serveur Discord, machin, qui t'envoie la photo. Alors que DALL-E, tu sais, t'avais vraiment ce truc de genre, tu prends une photo, tu mets un carré transparent, hop, il te complète la photo. Ouais, c'est vrai. Et depuis ton téléphone, depuis ton ordinateur, depuis ton iPad, tu peux le faire dans ton salon. Midjourney, tu vois, je trouve que l'utilisation est moins user experience, tu vois. C'est vrai. Elle est peut-être un peu moins bien pensée. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de l'IA dans notre domaine graphique à nous? Est-ce que notre métier est en train de périr ou est-ce que ça va? Non, après, oui, peut-être qu'il y a des métiers qui vont sauter. Ou pas des métiers qui vont sauter, mais certaines personnes qui vont sauter. Mais après, c'est comme tout, tu vois. À chaque fois, je compare ça, le passage de l'argentique au numérique, tu vois. Certes, tu as des professions qui ont sauté, mais ça en crée des nouvelles. Au final, c'est juste un outil. Faut que tu t'adaptes. Et si tu t'adaptes, c'est bon, tu vas survivre, tu vois. Après, c'est sûr que ça fait peur, tu vois. Même moi, au fond, ça me fait un peu peur. Mais vu que je le prends comme ça, je sais que ça va aller, tu vois. Et surtout que ceux qui sont... Parce que là, on parle du fait que ça va tuer des gens dans le milieu de la création. Mais ceux qui sont vraiment... créatifs, ils vont s'en servir comme outil. Et si tu combines cet outil-là avec ton expérience et ta technique, etc., tu auras toujours forcément un pas d'avance comparé à l'intelligence artificielle. Donc pour moi, ça va rester un outil qui est hyper performant, et c'est sûr que pour certaines tâches, ça va remplacer des métiers qui sont un peu répétitifs, genre détourer des objets, des trucs comme ça. Bah ouais, il y a des gens qui ont été payés pour le faire, maintenant en un clic, tu détours 50 000 images, tu vois. Donc ouais, ça va sauter, mais peut-être qu'au final, c'est pas plus mal. Les gens là, ils vont essayer de se réadapter et faire un nouveau truc. Et puis voilà, et j'espère que ça fonctionnera pour eux. Et de toute façon, c'est des outils pour nous aider, tu vois. Faut pas les prendre comme... Tu t'en sers, toi, de l'IA aujourd'hui? Ouais, de plus en plus. Ouais, j'ai pas honte de le dire, tu vois, parce qu'il y a certaines personnes, je sais, qui s'en cachent un peu, tu vois, qui veulent pas trop dire et tout. Mais non, pour moi, je trouve que c'est un outil qui est fou. Après, il faut faire attention à pas tomber dans le piège où on fait que ça. Parce que là, ça peut devenir dangereux. Là, tu perds ta technique au fur et à mesure, tu perds ta créativité, parce que c'est l'IA qui fait tout. Il faut vraiment le prendre comme un outil, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il faut prendre comme un outil. Mais genre, par exemple, moi, l'IA de Photoshop, en vrai, c'est que la bêta. Hein. Ouais, ça, je l'utilise à blinde aussi. Elle est dingue sur la gestion de la lumière, sur la gestion des couleurs. Elle est juste monstrueuse, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, ok. Et écoute, merci beaucoup, Léo. Avec plaisir. Merci d'avoir pris ton temps. Et puis, si vous voulez suivre Léo, on peut donner peut-être un petit peu tes Insta, ton TikTok. Ouais. Je les donne. Je te laisse faire ton auto-promo. Ok. Insta, c'est Lorini-Léo. Tu l'écriras ou on peut écrire? Ouais, pour ceux qui écoutent juste en... Ok. Donc, lettre par lettre, c'est LORINI-LEO. Et TikTok, c'est l'inverse, c'est Léo Lorini, tout attaché. Et voilà. Et site internet, leolorini.com. Simplement. Merci beaucoup, Léo. Avec plaisir. Merci à toi, salut. Simon. Ciao.